Merci beaucoup Ismaïl. C'est vraiment un honneur de parler devant vous et dans ces lieux. Et je te remercie de m'avoir invité, je remercie l'Académie de m'avoir invité à parler de ce sujet un petit peu compliqué et pour lequel on est passablement gênant pour les chirurgiens. Je viens de la thrombose, hein, je manie les antithrombotiques et j'expose vos patients à un risque hémorragique lors de vos gestes opératoires importants. Et je vais vous raconter l'histoire qui fait qu'on a été de plus en plus agressif avec les malades en vous enquiquinant avec de plus en plus de molécules antithrombotiques et en exposant les patients à des risques hémorragiques. Et on est en train de revenir en arrière, je vais essayer de vous raconter tout ça, vous justifier pourquoi on est agressif, vous justifier pourquoi on revient en arrière et comment on peut s'en sortir tous ensemble pour gérer au mieux les patients lorsqu'ils doivent passer au bloc opératoire. Alors, l'histoire de tout ça, elle vient de deux concepts. Le premier est physiopathologique, pour justifier l'association d'antiplaquettaires entre eux ou d'antiplaquettaires avec des anticoagulants. Le premier, c'est que on avait dans la tête que toutes les pathologies artérielles athérothrombotiques, comme le syndrome coronarien aigu, l'AVC, l'artériopathie des membres inférieurs, c'était du domaine de l'activation plaquettaire. Et quand les patients thrombosaient, c'est parce qu'ils activaient leurs plaquettes et que sur ces pathologies-là, il faudrait donner des antiplaquettaires. De l'autre côté, les pathologies thromboemboliques, cardiaques ou veineuses, embolie pulmonaire, thrombose veineuse profonde, étaient plutôt le résultante d'une activation de la coagulation. Il fallait donner des anticoagulants pour empêcher ça. Et malheureusement aujourd'hui, on s'aperçoit avec tout un tas d'évolutions des pathologies et la survie grandissante de nos patients que l'association est très fréquente entre les pathologies athérothrombotiques et les pathologies thromboemboliques, ce qui fait qu'on a associé les anticoagulants et les antiplaquettaires entre eux sur ce concept-là. Le deuxième concept, il est beaucoup plus fondamental, c'est un concept moléculaire et de signalisation intraplaquettaire qui justifie cette association. On sait aujourd'hui que la coagulation est capable d'activer les plaquettes et que les plaquettes sont capables d'activer la coagulation. Et quand on est dans une situation hyperthrombogène, l'exemple typique c'est le stent coronarien dans une artère coronaire et un peu prolongé, dans ces situations hyperthrombogènes, il faut bloquer les deux voies d'activation et de la plaquette et de la coagulation et on associe ces deux types de thérapeutiques. Donc ces deux concepts sont fondamentaux pour justifier nos associations. Et des années 90 à 2020, on a une escalade thérapeutique où on a fait des associations de plus en plus antithrombotiques, jusqu'à 3, et de plus en plus longtemps, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Parce qu'on avait en face de nous un modèle qui était le modèle du stent au cours des syndromes coronariens aigus, de l'infarctus du myocarde, ou des associations de pathologies cardio-emboliques comme la fibrillation artérielle et de pathologies athérothrombotiques. Et du coup, la question déjà hier qui vous embêtait, c'est comment on manage un patient qui est sous un antiplaquettaire ou un anticoagulant quand il doit aller au bloc opératoire. Aujourd'hui, la question qu'on nous pose, c'est comment on gère un patient qui a 2 antiplaquettaires, un anticoagulant plus un antiplaquettaire, et même dans certains cas, 2 antiplaquettaires plus un anticoagulant. Donc on a changé de dimension et changé de risque. Et tout ça nous a amené sur des questions fondamentales de la gestion optimale. Peut-on arrêter les traitements antithrombotiques? Combien de temps on arrête ces traitements-là? Est-ce qu'il doit faire un relais avec un traitement plus simple à manier? Est-ce qu'on a la possibilité de réverser ces médicaments antithrombotiques pour pouvoir opérer dans des conditions sans risque hémorragique? Et quand est-ce qu'on doit reprendre tout ça? Vous voyez que c'est une question assez complexe. Alors j'ai un message d'avenir pour vous, c'est qu'on est aujourd'hui, depuis 2020, plutôt dans une stratégie de désescalade thérapeutique. On revient en arrière parce qu'on s'est fait taper sur les doigts par les chirurgiens, par nos collègues anesthésistes réanimateurs, et puis qu'on a un petit peu de bon sens aussi de notre côté. Et surtout du fait que on est face à des populations éligibles à la chirurgie, éligibles à nos thérapeutiques vasculaires, de plus en plus fragiles et de plus en plus âgées. Et le risque hémorragique augmente considérablement chez ces patients-là et on ne peut pas leur donner 2 antiplaquettaires en anticoagulants. Et puis associé à ça, il y a des innovations thérapeutiques en dehors de la thrombose majeures
Aujourd'hui, on sait descendre le taux de cholestérol de LDL à moins de 0,55 avec des statines, ézetimibe et les anti-PCSK9. Et donc ça a considérablement modifié le risque thrombotique. On sait être beaucoup plus agressif sur le plan de l'hypertension artérielle. On sait être beaucoup plus agressif sur le diabète avec 2 classes thérapeutiques majeures, ce qui fait que le risque thrombotique d'hier n'est plus du tout le risque thrombotique d'aujourd'hui, en dehors des médicaments antithrombotiques. Et ça, c'est à prendre en considération. Je vais vous illustrer cette période d'escalade thérapeutique et des complications qu'on avait avec le syndrome coronarien aigu. On revient à 1988, on démontre avec une énorme étude, ISIS-2, c'était une des premières grosses études de cardiologie, que l'aspirine est un super médicament pour empêcher les patients de décéder de maladies cardiovasculaires. Mais malgré l'aspirine, on est à 1 malade sur 6 qui décède à la sortie de l'hôpital, quasiment, après un infarctus du myocarde. 1988. On a changé de dogme. Vous avez ici une plaquette qui est bien gentille, qui est une toute ronde, et qui est inactivée, et qui va être activée pour devenir quelque chose de beaucoup plus agressif, qui s'accroche un petit peu partout, et qui va faire des amas plaquettaires. Cette activation plaquettaire, on savait qu'elle était sous la dépendance de la voie du thromboxane 2, et qu'on pouvait la bloquer avec l'aspirine. On a trouvé une voie d'amplification de cette activation de plaquettes qui est sous la dépendance de l'ADP, adénosine diphosphate, et qui stimule un récepteur PDY12 qui active la plaquette. Et on a su fabriquer des médicaments qui inhibaient ce récepteur. C'est le clopidogrel, le Plavix que vous avez dû connaître. Et puis on a encore fabriqué des médicaments encore plus puissants avec le prasugrel et le ticagrelor. Et voyez que quand on est dans une situation hyper thrombogène, comme le syndrome coronarien aigu, chez qui on va mettre un stent qui va hyper activer les plaquettes, de bloquer la voie du thromboxane et de l'ADP, ça pourrait être efficace. Et donc c'est les enjeux de l'escalade thérapeutique. On a d'abord fait aspirine plus clopidogrel pour bloquer les 2 voies d'activation. Ça marchait mieux. C'était franchement un gros progrès. Puis en utilisant des inhibiteurs de la voie du P2Y12 encore plus puissants, prasugrel puis ticagrelor, on est dans le début des années, enfin la fin des années 2010, enfin début des années 2010, on a montré qu'on était encore plus efficace et qu'on pouvait gagner sur la mortalité cardiovasculaire. Tout ça, c'était pendant 12 mois de traitement. Un infarctus du myocarde, on met un stent pendant 12 mois, aspirine plus ticagrelor ou prasugrel. On est même allé encore plus loin, on s'est dit, si on prolongeait encore 36 mois, donc vous imaginez, si vous avez une chirurgie à faire pendant ce laps de temps, le patient est sous 2 médicaments antiplaquettaires puissants. Et puis, on ne s'arrête pas là, on était vraiment dans l'euphorie de l'antithrombose. On a trouvé que dans la plaquette, il y avait une 3e voie d'activation majeure, qui était une voie qui était sous ce récepteur PAR1, qui était activée par la thrombine, et on pouvait probablement inhiber cette voie d'activation en bloquant la coagulation, en bloquant la génération de thrombine. On peut faire ça avec des anticoagulants, le rivaroxaban. Pas de souci, on sait faire, on a fait aspirine plus clopidogrel plus un anticoagulant. Et c'était la voie d'une vraie escalade thérapeutique. Alors, raison un petit peu gardée, mais voyez qu'on est en 2017, on fait aspirine plus un anticoagulant. J'aurais pu vous mettre l'étude Atlas où il y avait en plus du clopidogrel, mais on va rester là-dessus. Et voyez qu'on est passé en 30 ans de 15% de décès cardiovasculaires à 5% de décès cardiovasculaires. Un patient, il y a 30 ans, il rentrait à l'hôpital, 1 sur 6 n'en sortait pas. Aujourd'hui, moins de 1 sur 20 à 1 an va décéder de ces complications cardiovasculaires. Progrès énorme. Sauf qu'entre-temps, on a pu multiplier le risque hémorragique par 5 en dehors d'une situation chirurgicale. Donc vous imaginez, quand on les envoie au bloc opératoire, il fallait qu'on travaille un petit peu là-dessus. Et le premier focus que je voulais faire avec vous, je reviens sur l'étude plateau, c'était le ticagrelor plus aspirine, et je voulais vous montrer ça. Tout se passe pendant les 3 premiers mois. Au-delà, on fait un infarctus, on met un stent, tous les pépins thrombotiques ces 3 premiers mois, et probablement pendant le premier mois. Et donc, les conclusions de ça, il faut au moins 3 mois d'agression thérapeutique, mais au-delà, on peut peut-être lever le pied, et les cardiologues reviennent en arrière. Il y a plein d'essais de désescalade thérapeutique, où on essaye de raccourcir la durée. On est en train de démontrer que 3 mois, ça fait peut-être pas si mal que ça. Et puis surtout, dans le premier mois de traitement, si vous aviez envie de faire de la chirurgie et qu'elle est programmée, que c'est une chirurgie plutôt fonctionnelle, vraiment ne touchez pas au malade, laissez passer le premier mois si vous posez, parce que là, il va vraiment se passer des gros pépins. Et donc, on sait aujourd'hui
dans notre stratégie que l'aspirine est moins hémorragique que le clopidogrel, franchement moins hémorragique que le ticagrelor, mais le ticagrelor c'est un effet antiplaquettaire réversible, et lui-même franchement moins hémorragique possiblement que le prasugrel qui lui a un effet irréversible sur la plaquette. Et ça nous a conduit à faire cette règle que je ne vais pas détailler avec vous, mais aujourd'hui quand il y a un médicament qui arrive au bloc opératoire que vous devez opérer, qui est sous antiplaquettaire, nous on fonctionne avec cette règle. 7 jours d'arrêt pour le prasugrel avant la chirurgie, c'était une chirurgie programmée, 5 jours pour le clopidogrel et ticagrelor, et 3 jours pour l'aspirine. Et vous savez qu'aujourd'hui, même l'aspirine, on laisse partir les patients au bloc opératoire avec ce médicament-là. On vous a tellement enquiquiné que vous nous avez laissé faire quand même avec l'aspirine. Donc vous voyez, ces règles-là, on les connaît bien. Je vais prendre un deuxième exemple pour vous montrer nos escalades thérapeutiques et pourquoi on vous ennuyait. La fibrillation atriale. La projection pour ce qui va se passer dans les 20 ans ou les 30 ans qui viennent, c'est qu'il y a 15 millions de patients qui vont être en fibrillation atriale en Europe dans cette période-là. Et c'est des patients qui ont généralement plus de 65 ans. Que le risque d'AVC il est complètement corrélé à certains facteurs de risque cardiovasculaire, et on a un score pour ça. Je ne vais pas vous enquiquiner avec ce score, mais quand même, ce score Shatz-Vax, c'est un nombre de points. Vous voyez que l'âge est très important. Et les recommandations étaient de dire s'il y avait plus de 2 points, il suffit de les additionner chez un homme ou 3 points chez les femmes, il faut anticoaguler les patients. Dans ce score, vous voyez apparaître pathologie vasculaire, syndrome coronarien aigu, AVC, et 15 à 30% des malades ont, en plus de leur fibrillation atriale, une pathologie athérothrombotique coronarienne, vasculaire cérébrale ou des membres inférieurs. Ce qui fait que si vous êtes à distance de l'événement aigu artériel, ce patient il relève d'un traitement anticoagulant pour sa fibrillation atriale et d'un antiplaquettaire pour son athérothrombose. Et si vous êtes dans la phase aiguë, la première année, c'est anticoagulant pour la fibrillation atriale et 2 antiplaquettaires pour son syndrome coronarien et stenting. Et voilà pourquoi on vous enquiquinait avec nos malades. On est revenu en arrière. Dans la population générale en fibrillation atriale, quand les patients reçoivent de l'aspirine, le risque de faire un événement thrombotique 1%, sans aspirine 1,3%, pareil. On ne gagne rien à ajouter de l'aspirine. En termes d'hémorragie majeure, 3% d'hémorragie, 2 fois moins sans aspirine. On perd tout à associer de façon systématique, quand il y a une pathologie athérothrombotique ancienne, dans les antécédents, à faire cette association. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut arrêter ce traitement antiplaquettaire et qu'après après un événement aigu artériel, de trouver sur une ordonnance anticoagulance plus antiplaquettaire, c'est une faute médicale. Carrément. Sauf si le cardiologue nous dit mais j'ai mis 14 stents, il y en a 18 cm dans les coronaires et là ça va mal se passer. Mais c'est quand même pas la solution la plus importante. Donc déjà, première des escalades thérapeutiques, EFA seul, sans événement aigu, pas d'association. Le cas particulier qui nous enquiquine, c'est un patient qui est en fibrillation atriale sous anticoagulant et qui fait un infarctus du myocarde et à qui on va faire une angioplastie avec un stent. Sa fibrillation sous anticoagulant, sans stent, aspirine plus clopidogrel. Et la première étude de désescalade thérapeutique, ça va être AVK plus clopidogrel versus AVK plus clopidogrel plus aspirine, la totale. Et voyez que très clairement, quand vous faites un antivitamine K plus 2 antiplaquettaires, un malade sur 2 saigne. Sans aller au bloc opératoire. Vous imaginez, vous l'envoyez au bloc opératoire, tous saignent. Et on s'est dit, on va probablement améliorer les choses avec des nouveaux médicaments, des anticoagulants oraux-directs qui n'auront plus de secret quand Marc vous en aura parlé pendant dans quelques minutes. Anticoagulant plus un antiplaquettaire versus antivitamine K plus 2 antiplaquettaires, ça vous donne ça. On réduit de moitié le risque hémorragique, sans mettre 2 antiplaquettaires. Donc aujourd'hui, syndrome coronarien aigu, en plus d'une fibrillation atriale, c'est AOD plus un antiplaquettaire, un seul. Le petit signal qu'on a eu quand même, c'est que les patients faisaient tendance à avoir un peu plus d'infarctus, et puis surtout ce que les cardiologues n'aiment pas, c'est ça bouchait leur stent. Plus que quand on mettait 2 antiplaquettaires. Donc ils nous ont mis un warning. Pas de triple association, on est d'accord. Pas 2 antiplaquettaires plus anticoagulants. Il faut donner un antiplaquettaire plus un anticoagulant pendant 3 à 12 mois.
3 mois si c'est à haut risque hémorragique, 12 mois s'il n'y a pas un risque hémorragique, et après on reste anticoagulant seul. Mais avec ce petit bémol, qui est encore une fois la phase initiale, sur les thromboses de stent et les événements cardiovasculaires, c'est que pendant les 30 premiers jours, pendant la première semaine, il y a vraiment catastrophe, les patients thrombosent, et il faut à tout prix éviter d'envoyer un patient au bloc opératoire pendant ce premier mois, et les cardiologues recommandent quand même de faire 2 antiplaquettaires plus un anticoagulant pendant les 7 premiers jours, surtout s'ils ont eu une thérapeutique un peu agressive sur le plan du stenting. Mais si vous sortez du premier mois, de voir autre chose qu'un antiplaquettaire plus un anticoagulant, c'est une faute médicale encore une fois, surtout si vous l'envoyez au bloc opératoire. Le troisième exemple que je vais prendre avec vous, qui est quelque chose qui est en train de prendre un essor mais considérable, qui est le TAVI, c'est la mise en place d'une bioprothèse aortique, de faire un remplacement valvulaire bioprothétique par voie endovasculaire. Et on se retrouve à traiter des patients qui ont plus de 80 ans, avec un risque hémorragique catastrophique, qui sont très fréquemment en fibrillation atriale, qui ont un risque thrombotique majeur, et on se retrouve dans la situation d'un TAVI que vous mettriez chez un patient qui n'a pas de fibrillation atriale, et la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on met 2 antiplaquettaires comme avec un stent endovasculaire, ou est-ce qu'on n'en met qu'un seul compte tenu de l'âge et du risque hémorragique? Et le TAVI qui est en fibrillation atriale, est-ce qu'on rajoute un antiplaquettaire plus un anticoagulant comme on le faisait dans la fibrillation atriale plus le stent, ou est-ce qu'on met qu'un seul anticoagulant dans la mesure où c'est des patients à très haut risque hémorragique? La réponse, vous l'avez avec cette étude, je ne vais pas en détailler 50 000, mais Popular. La première étude, le sous-groupe de Popular, TAVI sans fibrillation atriale, comparait aspirine seule versus aspirine plus clopidogrel. La réponse, la messe est dite, un seul antiplaquettaire fait 2 fois moins saigner que 2 antiplaquettaires pour une efficacité antithrombotique identique. Donc un TAVI, c'est un seul antiplaquettaire, et donc vous devriez avoir une gestion plutôt facilitée de ces patients en périopératoire. Si vous êtes en fibrillation atriale, on comparait anticoagulant seul versus anticoagulant plus clopidogrel. Là aussi, la messe est dite, moins d'hémorragie. Et puis surtout, un gros message, il y a moins de thrombose. Comment un anticoagulant seul peut faire moins thromboser qu'un anticoagulant plus un antiplaquettaire? On sait aujourd'hui, si vous faites saigner un patient à très haut risque thrombotique, on ne peut plus lui donner ses antithrombotiques parce qu'il est en train de saigner. Comme vous lui donnez plus d'antithrombotiques, il va thromboser et vous augmentez le risque thrombotique. Et donc on est, à force de vouloir être maximaliste, on devient délétère aussi sur le risque thrombotique. Donc la messe est dite, dans le TAVI, sans fibrillation atriale, qu'un seul antiplaquettaire, avec fibrillation atriale, qu'un antivitamine K. Ça simplifie quand même beaucoup la gestion, surtout ces patients très âgés. Je vous ai parlé des AOD, je ne vais pas aller déflorer le sujet de Marc, mais quand même, c'est des médicaments anticoagulants qui ont une demi-vie courte, ce qui permet de proposer un arrêt de traitement très court en préopératoire et d'emmener les patients sans faire de relais avec de l'héparine, comme vous l'avez vu faire, et en antiquinant beaucoup moins les gens. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais il y a aujourd'hui des recommandations qui, pour chaque molécule anticoagulante orale directe, vous détaillent quelle est la durée maximale, optimale d'arrêt du traitement antithrombotique pour ne pas faire thromboser les gens, mais pas les faire saigner quand ils vont à la chirurgie, chez les patients qui ont une chirurgie à risque hémorragique élevé ou chez des patients qui ont une chirurgie à risque hémorragique faible. Et ça, c'est complètement disponible sur le site de l'ASFAR et sur les différentes recommandations internationales. Pour les antivitamines K, on vous a très longtemps enquiquiné en vous disant, comme ils ont une demi-vie longue, il faut arrêter les antivitamines K 5 jours avant la chirurgie. Si vous êtes dans une situation à très haut risque thrombotique, comme les remplacements valvulaires mitraux ou aortiques mécaniques, à fortiori s'ils sont en fibrillation atriale, ou dans les syndromes des antiphospholipides artériels et ou triple positifs, on ne va pas rentrer dans le détail de ce petit machin, hein, mais ça thrombose à tout va, on fait un relais héparinique préopératoire, car ces situations sont hautement thrombogènes. Dans toutes les autres indications, si vous utilisez un antivitamine K, on a aujourd'hui la démonstration qu'il ne faut pas faire de relais héparinique. Arrêtez les AVK 5 jours avant, sans relais héparinique. Pourquoi? Parce qu'on augmente le risque hémorragique sans bénéfice antithrombotique. Cette étude Bridge a été la première à le démontrer. Donc plus de relais, on vous simplifie beaucoup le boulot. En fait, le vrai travail, c'est les prothèses valvulaires mécaniques.
encore que on peut faire des relais avec des épargnes de vapeur moléculaire aujourd'hui. Enfin, si vous êtes dans la chirurgie non urgente où on ne peut pas programmer un arrêt même temporaire et qu'il faut envoyer le patient au bloc opératoire alors qu'il est sous antithrombotique, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a des recettes pour réduire les pertes sanguines avec l'acide tranexamique. On sait beaucoup plus de choses de cette vieille molécule. On sait réverser à peu près l'effet des antiplaquettaires. On connaît les doses qu'il nous faut transfuser en plaquettes, peut-être la disphosphacine et encore. Puis vous voyez qu'avec tous ces nouveaux médicaments qui arrivent, on est en train de fabriquer des antidotes spécifiques. C'est vrai avec le ticagrelor, avec le vintracimab. On sait réverser les effets des AVK. Demain, un patient arrive avec un TP à 20%. En 30 secondes, on met un TP à 100%. C'est hyper facile à faire. Il ne faut pas le faire thromboser, mais c'est facile à faire avec des concentrés de complexes pandémiques ou de la vitamine K. On sait réverser les effets des AOD, soit avec des PPSD comme avant, soit avec des antidotes spécifiques, encore une fois. Et ma dernière diapositive, le risque thrombotique, j'espère vous l'avoir montré, il peut être majeur dans certaines indications, mais il est variable dans le temps. Il est généralement maximal pendant le premier mois, puis modéré au-delà d'un an. Et on a montré que chez ces patients à très haut risque thrombotique, le rapport bénéfice-risque des associations antiplaquettaires, anticoagulants, il était favorable si on était à très haut risque. On associait 2 maladies où on mettait du matériel vasculaire, mais que c'était une durée très limitée. On est maintenant, si vous avez à 3 mois, vous envoyez un patient au bloc opératoire, on arrête les associations, ça ne nous pose aucun souci, entre guillemets. Le rapport bénéfice-risque de ces médicaments, il est compatible même avec un arrêt court si vous avez un geste programmé au-delà de 1 à 3 mois. Il faut essayer de différer les gestes après 3 mois d'un événement aigu. La grosse recommandation, si on devait opérer un patient qui a fait un événement aigu et que ça se situe dans les 3 premiers mois, il faut opérer ce patient dans un centre qui bénéficie d'un centre de thrombose recours, un cath lab, quelqu'un qui sait faire de l'embolie pulmonaire, qui sait faire de l'ABC, de la neuroradio interventionnelle. Je les ai montrés en allant très vite, on a des protocoles optimaux pour gérer les antithrombotiques et leur arrêt précoce, à peu près pour toutes les molécules, mais qu'à chaque fois c'est une discussion passionnante, pluridisciplinaire, préalable, qui associe chirurgien, thrombologue et anesthésiste réanimateur. Ça fait 30 ans qu'on travaille avec Marc, Nadia, avec Ismaïl, pour gérer justement ce genre de discussion. Et ça a simplifié et ça a modernisé beaucoup la prise en charge de ces patients. Voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Exposé qui a déjà bien approfondi la problématique complexe et merci beaucoup de la clarté de cette présentation. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle ou à distance? Je vois une main levée quelque part. Non. Vas-y, Sandrine. Patrick, donc en fait on a très bien compris qu'effectivement il fallait taper fort, surtout au début de l'événement, en tout cas très tôt et très court. Et ensuite il fallait lever le pied de manière à surtout stériliser la thrombine incendiaire. L'idée aujourd'hui, c'est que, comme tu l'as dit, l'aspirine reste très très souvent on-board, en tout cas associée. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on cherche à maintenir l'aspirine? Et on aspire à quoi en gardant l'aspirine quand même chez ces malades que tu dis toi particulièrement vulnérables et à haut risque? Qu'est-ce qu'on cherche en gardant justement longtemps ce mariage aspirine-AOD en l'occurrence aujourd'hui? Probablement, si on voulait faire une explication simple, c'est garder un traitement de fond et éviter un phénomène de rebond. Qui pourrait toujours se passer. On avait une pression maximale, plus de pression du tout. L'organisme ne demande qu'une chose, c'est repartir plein pot. Donc ça nous met un espèce d'incendie de forêt qui est au niveau de la flamèche et pas du tout au niveau des... Il faut le concevoir comme ça. Et après, si jamais en post-opératoire il se passait un événement aigu, on a quand même un fonds de commerce qui tient la route et on n'a qu'à rajouter nos molécules et sans avoir à faire à des grosses catastrophes. Oui. Dans l'accident aigu, l'infarctus du myocarde constitué,
C'est la même chose qu'un patient chez qui on va mettre un stent parce qu'en préopératoire, le cardiologue demande des investigations et décide de mettre un stent. C'est les mêmes patients, c'est les mêmes précautions. En termes de mortalité cardiovasculaire, il y a probablement un pronostic différent. En termes de risque thrombotique sur l'artère concernée, le fait de mettre un stent, c'est vous mettez du matériel endovasculaire, les plaquettes adorent ça, ça va venir thromboser à tout va, que ce soit aigu, pas aigu. Et donc vraiment dans le premier mois, c'est la cata. Ce qui est intéressant, ce qui m'apparaît fortement, c'est le croisement des courbes de risque entre une période de 1 à 3 mois, dans laquelle on a besoin vraiment de frapper fort, antithrombotique, et le risque hémorragique, si on maintient plus longtemps, va devenir finalement l'inconvénient de l'avantage qu'on avait sur le risque thrombotique. Est-ce que c'est clair ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Non, c'est complètement clair. Le risque hémorragique, il est à peu près constant dans le temps. Le risque thrombotique, lui, il est majeur au départ et il diminue. Il flambe tout de suite, là. Et la seule différence, c'est que ça, c'est chez des patients pas opérés. Le jour où vous les opérez, le risque hémorragique, de façon très très courte, il devient extrêmement prépondérant. C'est pour ça que dans nos discussions, on discute l'arrêt très court des antithrombotiques pour empêcher que le risque hémorragique soit catastrophique. Mais votre interprétation était la bonne. Risque thrombotique majeur, puis après le risque hémorragique devient supérieur au risque thrombotique. Et donc en rapport bénéfice-risque, il vaut mieux s'arrêter. Surtout que les médicaments dont je vous ai parlé, l'innovation thérapeutique, cholestérol, hypertension, ça met un certain temps à se mettre en... Les effets apparaissent pas tout de suite, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Et donc après, en plus, va intervenir toute la prévention secondaire sur les lipides, sur la tension, sur le cholestérol, sur le diabète. Et la thrombose et les antithrombotiques prennent un peu le recul par rapport à ces thérapeutiques-là. Mais votre interprétation est bonne. Merci. Est-ce qu'on a finalement peut-être aussi besoin de gérer une espèce de logiciel complexe avec peut-être une aide de l'intelligence artificielle, parce que finalement ce que vous dites, c'est-à-dire ces risques complémentaires sur les facteurs de risques associés, diabète, obésité si vous voulez, et l'hypertension, et puis à côté de ça il y a la problématique artérielle à tel ou tel endroit. Et donc comment aujourd'hui est-ce qu'il y a une aide potentielle pour nous éclairer, ou alors on parle souvent de la clinique des anticoagulants, est-ce que c'est aussi peut-être un concept qui est un peu dépassé? Vous pourriez nous expliquer ça? Oui. Alors, le concept dépassé, certainement pas. C'est plutôt la clinique de gestion périopératoire qui pourrait être intéressante dans ce cas-là, parce que c'est vraiment le cœur du métier. C'est notre sujet à nous, chirurgiens. La difficulté, c'est que tout devient complexe. Le montage stenting des cardiologues, les facteurs de risque du patient, la gestion des antithrombotiques, le type de chirurgie que vous allez faire, le type d'anesthésie que vous allez avoir faire. Et le type de produit que tu prends en plus. Qui rentre là-dedans. Ouais. C'est un truc magique de la médecine, c'est que tout devient très complexe et on devient hyper performant. Mais le truc embêtant de cette nouvelle médecine, c'est que ça devient très 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 compliqué à gérer à l'échelon individuel. Alors les recettes qui sont données par les recommandations essayent de simplifier ça pour que à l'échelon individuel, un médecin puisse s'en sortir. Mais il faut 3-4 recommandations. Je crois que l'idéal, c'est qu'il puisse faire appel à un groupe qui connaît particulièrement bien ça. Il y en a plein un peu partout. J'ai nommé, vous l'avez vu, le GIHP, groupe d'intérêt en hémostase périopératoire. C'est un groupe qui associe ces pluridisciplines et qui donne des recommandations pour gérer ces patients. Henri Coudane, chirurgien orthopédiste, ancien président de l'Académie. Merci monsieur de cet exposé tout à fait remarquable. Alors, comme le disait le président, effectivement j'étais chirurgien orthopédiste, j'étais chef de service pendant de nombreuses années. Et je me souviendrai toujours au staff, alors je faisais de la chirurgie orthopédique adulte, souvent programmée, donc des grosses prothèses de hanche et de genoux, vous voyez ce que je veux dire, et puis de la traumatologie, en particulier des personnes âgées. Et à chaque fois qu'on présentait le staff, les internes avaient ce mot terrible en disant « Mais monsieur, vous savez, on ne peut pas l'opérer parce qu'il prend des trucs de vieux, c'est-à-dire du cardégique, du machin, etc. » Je lui dis « Comme moi, quoi, finalement. »
Alors le problème, et la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Il y a effectivement 2 courbes avec le risque thrombotique, le risque hémorragique, et puis il y a la 3e courbe. Pour nous, en particulier en matière de traumatologie, c'est le risque vital de la personne âgée qui a une fracture du col du fémur et qu'il faut mettre soit une cloplaque, etc. Et on a montré que plus on attendait, plus l'espérance de vie en pourcentage de perte de vie était importante. C'est-à-dire que si on attend 2 jours, il y a une perte de 7%. Si c'est 4-5 jours, ça tangente pour les personnes au-delà de 80 ans. Alors ma question est la suivante. Comment voulez-vous qu'un chirurgien orthopédiste, même s'il a parfaitement compris tout ce que vous venez de dire, puisse intégrer une courbe comme ceci, montante, une autre avec le risque hémorragique, etc., puis la courbe de survie? Alors pour nous, c'est un petit peu différent. C'est ce que vous venez de dire d'ailleurs. Il y a certes des recommandations, mais le patient est unique et c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a aussi cette balance. Et étant expert près de la Cour de cassation dans mes spécialités, je peux vous dire que les plaintes qui sont déposées pour soit des accidents hémorragiques, soit pour comment dirais-je, un risque thrombotique. Et puis enfin, ils se portent plainte maintenant parce qu'on a trop attendu. Alors il y a des anesthésistes qui disaient oui, vous pouvez l'opérer, etc. Puis d'autres qui disaient non, il faut attendre 3 jours, 4 jours, etc. Comment peut-on s'en sortir en pratique? Le message, Nadia connaît bien ça, mais en pratique, notre boulot, c'est de la désescalade thérapeutique. C'est ces sujets âgés susceptibles d'avoir une fracture de col, par exemple, vous pensiez à ça, ne soient pas sous antithrombotique majeur en les empilant les uns après les autres. On n'est plus qu'un seul, que vous puissiez les emmener au bloc opératoire le plus vite possible et quitte à réverser. Et même s'ils thrombosent, derrière nous, le risque d'embolie pulmonaire était gênant il y a 10 ans parce qu'on avait du mal à être traité, c'était une semaine d'hospitalisation. Aujourd'hui, l'embolie pulmonaire, même chez ces patients-là, on la traite en ambulatoire. C'est pas ça qui va nous gêner le problème. Je vous remercie de votre réponse très claire aussi. Notre collègue membre de l'Académie, Nadia. On a beaucoup évolué. Oui. Maintenant, tous les cols du fémur, on les endort sous aspirine, Plavix, sans aucun problème. On n'attend plus, parce qu'on s'est aperçu que quand on attendait, l'hématome se faisait dans la fracture et qu'en fait, ça saignait beaucoup plus que si on n'attend pas et qu'on les opère tout de suite et on arrête l'hémorragie. Premièrement. Deuxièmement, les malades sous AOD, c'est très facile. Comme vous a dit Patrick, ils ont une demi-vie très courte. Donc, au bout de 24 heures, on peut les opérer. Il n'y a pas de risque. Et les malades sous AVK, on donne de la vitamine K orale et on peut les opérer le lendemain matin. Donc on n'attend plus pour un col du fémur. Merci madame de cette réponse claire.